Merci de nous préférer, merci de choisir Speedline TV. Amis internautes, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Icône. Une vie passionnante, un parcours riche en enseignements, tumultueux mais avec beaucoup de succès. L'icône que nous recevons pour vous aujourd'hui est d'un cœur généreux et qui est au service de tous. Né dans les années 50 dans la ville historique du Bénin, il est marié, polygame et père de plusieurs enfants. Il n'a pas été vraiment à l'école et ne s'en cache pas d'ailleurs de le dire, mais ça ne l'a pas empêché d'occuper de hautes fonctions. Premier indice, il a été député. Deuxième, il a fait de la donation sa chose. Devinette pour devinette, nous recevons aujourd'hui dans Icône l'honorable El Hadj Yacoubou Malekhossou. Mais avant de le découvrir, nous allons faire un tour à la régie pour la pub. Vous êtes élève des classes de CM2, 3e et terminale. Voici le programme qui vous permettra de mieux préparer vos différents examens. L'école chez vous. Du lundi au jeudi, de 9h à 12h sur Speedline TV. L'école chez vous démarre le 2 août 2021. Après avoir été écarté légèrement de sa position d'équilibre, s'en écarte davantage. Des hommes, des femmes, des modèles de réussite qui acceptent de partager avec nous chaque semaine un bout de leur vie. Quand je suis rentré en 1980, j'ai grandi dans une grande famille où mon père était dans la maison avec ses deux épouses. Je me bats pour être en paix et heureux et il y a plein de choses qui me rendent heureux. Je ne suis pas si difficile que ça. Ils parlent d'eux, ils parlent de leur vécu, des expériences inspirantes avec des personnalités, des modèles de réussite. Rejoignez-nous sur Icône. Honorable El Hadj Yacoubou Malekhossou, bienvenue à vous dans cette émission. Bonjour madame. Bonjour. C'est un honneur pour nous aujourd'hui de vous recevoir dans l'émission Icône. Alors, Malekhossou, le nom a une connotation qui en dit long. Est-ce qu'on peut déjà connaître l'histoire qui entoure le patronyme Malekhossou? Merci beaucoup. Je salue tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en ce moment. Et je demande à Dieu de les protéger. Les musulmans, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Et si on parle de Malekhossou, notre famille même, c'est Cheikhou Aboulou Kadiri. Cheikhou Aboulou Kadiri, c'est un homme musulman. Et Malekhossou, c'est un surnom. C'est un surnom donné par le roi Gadia. Mes aïeux étaient les premiers qui ont amené la religion musulmane au Dahomey d'alors, depuis 1713. Et c'est après 2 ans que le roi Gadia a surnommé le grand frère Malekhossou. Malekhossou, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque Cheikhou Aboulou Kadiri est arrivé dans le royaume de Dahomey, c'est sur invitation du roi, parce que le roi a des démêlés avec le royaume d'Oyo. Le roi d'Oyo a voulu prendre une partie de la terre de nos aïeux, la terre dahoméenne. De là que les combats ont commencé. Mais on a constaté que le royaume d'Oyo est plus fort que le royaume de Dahomey, on va dire. Et si le roi Gadia envoie ses guerriers pour les affronter, on les tue comme des mouches. Et c'est de là que le roi a fait une remarque. Lui-même, il est parti au front et il a constaté que s'il est 14 heures ou 16 heures, ceux qui sont en train de les combattre, en majorité c'est des musulmans, ils abandonnent leur âme pour aller prier. Et personne parmi les guerriers de Dahomey n'a pas le courage de prendre ses armes.
Donc c'est la prière. C'est l'œuvre de Dieu. Le roi est étonné, il dit, mais comment? Ce n'est pas possible. Ils sont en train de nous affronter et ils laissent leur âme pour aller prier. Prier, ils mettent le front par terre. Mais moi, roi de Dahomey, on met le front par terre pour moi, mais ceux-là, ils mettent le front par terre pour qui? Et les gens disent certainement, il doit avoir quelque chose. Le roi de Dahomey, à Gadia, avait un ami malien. Et le malien a l'habitude de prier comme les guerriers du royaume d'Oyo. Le roi dit, mais ce n'est pas possible. J'ai un ami, je vais lui poser la question, mais le front par terre, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est de là que son ami malien lui a dit, non, nous on fait ça, c'est pour demander pardon à Dieu, c'est pour adorer Dieu. Il dit, ah, donc, mais les gens me font ça. Il dit, ah, c'est différent de ce que nous on fait. Les gens t'adorent, mais nous on adore Dieu. Donc ceux qui sont en train de lutter contre vous, vous ne pouvez pas les avoir. Parce que, comme vous le savez, le roi de Dahomey, il est fort en chimie, en gris-gris. Malgré tout cela, il n'a pas pu faire quelque chose. Mais le malien lui a dit, ce que vous êtes en train de faire comme gris-gris, vous ne pouvez pas les avoir. Parce que eux, ils ne font pas de gris-gris, c'est la prière. Mais pour les avoir, il faut la prière. Il faut que vous fassiez la prière. Et c'est de là que le roi dit, mais il faut m'aider. Son ami malien, qui s'appelle bien Aboudou Seydou, lui a dit, non, moi je ne suis pas un alpha, je suis musulman. Mais je ne connais rien dans le maraboutage. Par contre, j'ai un ami qui vit à Kano. Il est de Bida, c'est un Nigérian, mais il vit à Kano. Si vous voulez, je vais partir le chercher. Et c'est de là que le roi a accepté. Et l'ami, Aboudou Seydou, l'ami du roi, est parti chercher Aboudou Kadiri. Je parle de mes aïeux. Ils sont trois à pénétrer dans le royaume. Je dis bien vers les années 1713. À leur descente dans le royaume avec des chevaux, ils ont voulu pénétrer dans le palais. Bien sûr guidés par l'ami du roi, le malien. Mais on les a dit, mais enlevez vos chaussures, enlevez votre chapeau avant de pénétrer dans le royaume, dans le palais. Et c'est de là que il dit, ce n'est pas possible. Les trois ont dit, on ne peut pas enlever les chaussures, ni le chapeau. Nous sommes venus prier pour vous et on va nous exiger cela. Non, non. Si c'est ça, on retourne. Si on veut rentrer dans la chambre, on enlève les chaussures. Mais dans un palais comme ça, nous, on ne peut pas. Et ils sont fâchés. Ils ont pris la route de Kana et en allant au Nigeria. Et c'est de là que le roi dit, c'est pas allez les chercher. Comme le roi même a des chevaux, ils sont partis les chercher. Ils sont rentrés dans le palais. Chapeau à la tête, chaussures aux pieds. Et depuis ce jour, tous les musulmans qui rentrent dans le palais n'ont pas le droit d'enlever leurs chaussures, jusqu'à présent. Cela s'est passé en 1713 et les rois qui se sont succédés ont maintenu cela. Mais après, je suis en train de raccourcir l'histoire. Oui, oui. L'histoire est tellement longue. Mais après une semaine de prière intense, le roi, le Cheikh Aboudou Akadi a dit au roi, allez au fond, vous allez voir ce qui va. Parce que les gens sont en train de prendre un peu, ou peut-être prendre tout le Dahomey. Il dit, allez maintenant, ils vont fuir.
la prière que nous on a fait, parce qu'ils ont jeûné, on appelle cette prière les harwa. Il y a beaucoup chez nous, c'est ce que nous faisons. Il y a beaucoup d'alphas qui font ça aussi, hein, présentement. Rester enfermé dans une chambre sans trouver le soleil pendant une semaine. Et ce que tu vas boire, de l'eau, au petit matin, prendre du thé, ou bien le soir, tu vas prendre des bananes. Il y a pas, tu ne peux pas prendre la sauce ni la pâte. Et c'est pour faire cette prière-là, c'est comme ça il faut rester. Dans la journée, tu le manges, c'est comme de carême. Mais le roi, il a constaté que les guerriers d'Oyo ont fui avec leur âme. Et le roi est étonné. Il dit, mais ce n'est pas possible. Ah, ceux-là, ils sont puissants. On dirait que c'est Dieu qui est avec eux. Du retour d'Oyo, le roi a réuni toute la population pour leur dire, ceux-là, ils sont avec Dieu. On ne peut pas les appeler Dieu, mais ils sont forts. Il a invité les Maliens aussi, qui étaient là. Les Maliens étaient des commerçants, ils sont des musulmans, mais commerçants de tissus. Des tissus tissés à la main. Ils amènent de Bamako pour venir vendre au roi. Il dit, mais vous êtes Maliens. Vous ne connaissez rien. Et vous dites que vous êtes musulmans. À partir d'aujourd'hui, ceux-là, je les nomme comme vos chefs. C'est tout le nom. Le roi est en train de dire Malien Khossou. Malien sans Khossou. Parce que c'est des Maliens, mais ils ne connaissent pas le maraboutage. Moi, mes amis, c'est le maraboutage. Il dit, à partir d'aujourd'hui, c'est vos chefs. Vous devez les respecter. C'est d'où le nom Malien Khossou. Voilà, donc voilà un peu l'histoire qui entoure le nom Malien Khossou. Ouais. Et comme je le disais tout à l'heure dans mon introduction, c'est vrai, vous n'avez pas eu un cursus scolaire très long. Alors, quelles sont les circonstances qui ont favorisé cela? Qu'est-ce qui est à la base de cela? Non, sinon j'ai commencé l'école à l'âge de 7 ans. Donc de 7 ans jusqu'à 12 ans, j'avais déjà 13 ans. Non, j'ai déjà 13 ans. C'est que en ce moment-là, il faut, à partir de 12 ans, tu ne peux plus te présenter pour les examens de bouche. Et c'est ça qui comptait. Et en 1963, moi j'ai déjà 13 ans. Je fais partie des 5 premiers et qui ont eu la chance d'aller aux classes de CM2. Donc je n'ai jamais doublé. Et deuxième, troisième, j'étais un peu intelligent quand même. Mais il s'est fait que le directeur Winator, père à son âme, a appelé mon père, ton fils travaille, mais malheureusement, il faut un dispense d'âge. Sinon, il ne peut pas aller aux examens. Et de là que c'est un lundi, mon père m'a amené au tribunal. On a pris 16 empreintes. Et on lui a dit, mardi, vous verrez prendre votre souffle. Avec ça, le directeur peut accepter et il va continuer. Parce que en ce moment-là, si tu vas en classe du CM2, le mois-là, il faut déposer les dossiers. Immédiatement. Pas, il faut faire 6 mois, mais non, c'est pas ça. Donc le lundi, on lui a dit, mardi, venez, on va vous donner un papier. Donc de 13 ans, c'est devenu 12 ans. Mon père, j'étais avec lui, et le mardi, on doit partir là-bas vers 9h, et vers 5h, il est décédé. Il était souffrant? Du tout. Il est parti comme ça. Bon, je n'ai rien compris. Mon père m'a trop aimé. Je couche à côté de son lit. S'il va, il a plusieurs femmes. S'il va chez sa femme,
je suis dans sa chambre. Et les femmes ne couchent pas dans la chambre de mon papa. Moi-même qui suis ici, c'est comme ça. Les femmes ne rentrent pas dans ma chambre. Ah bon. Voilà, tu peux nettoyer, tu retournes. Si j'ai besoin de toi, je vais dans ta chambre. Donc, c'est ce qui m'est arrivé. Bon, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? On a oublié, même tout le monde criait. Et on a oublié qu'on doit partir au tribunal prendre le dossier. Oui, la mort était inattendue. Est-ce qu'a dit que ça a complètement bouleversé votre enfance? Oui, oui, c'est que sinon j'étais intelligent. Donc je n'ai pas fait même un mois en classe du CM2. Bon, j'ai laissé. Vous avez abandonné? Ah, j'ai abandonné parce qu'au profit de l'école coranique, moi-même. J'ai commencé l'école coranique et la vie était difficile, très difficile. J'avais 13 ans, mais ma maman, on était 4. Ma maman doit faire 7 mois dans la chambre. 7 mois après. 7 mois de deuil, hein? De deuil, sans aller au dehors. Maman n'a pas de fille. Et je suis en 2e position. Qu'est-ce que je vais faire? Elle vendait de bouillie. Elle ne peut plus sortir. Mon père, c'est un alpha. Il n'a pas laissé d'héritage. Mon père vit au jour. Il n'a pas d'économie, il partage. Mais la tradition qui a interné votre mère pendant 7 mois n'a pas prévu ce que les enfants vont manger et ce qu'elle-même va manger? Non. Personne qui va te donner à manger. Mais j'ai un grand frère qui vit, le premier fils de papa, il était à Paris, à une formation. Quand mon père est décédé, lui, il essaie de faire. Même moi, j'ai commencé pour ne pas commander. J'ai essayé de payer une roue. Une roue? Une roue. Et de coco. Donc, après l'école coranique, je passais dans les maisons, devant les maisons. Si je trouve comment on appelle? Si je trouve je commence à faire le sacrage. Je n'ai jamais demandé de l'argent à quelqu'un. Je sais que si je fais ça, on va me donner, mais demander là, non. Et c'est ce que je fais. Les gens me donnent 1 franc, 2 francs. Et j'ai continué de dire, mais c'est quoi ça? Mon père a intercuré. J'ai dit, pour pouvoir, parce que ce que je gagne là, ça ne suffit pas. J'ai commencé à prendre les feuilles de teck, aller au marché Rondulo, et ça, c'est des 5 jours. Je vends, et après ça, je paye des condiments pour pouvoir préparer à ma maman. Et c'est moi qui prépare. Vous étiez l'aîné? Vous êtes l'aîné de la famille? L'autre est un menuisier. Il est en train de faire la menuiserie. Il n'a pas étudié. Donc c'est moi qui faisais tout. Hein. Et moi, donc après ça, bon, Dieu. Alors j'ai mon grand frère qui est à Paris, il est arrivé. Je suis venu rester chez lui, ici à Cotonou, dans sa boutique. Mais après, il a décidé que je vais apprendre un métier. C'est comme ça que j'ai appris la peinture. Je suis encore vitrier. Ça, c'était en 1967. J'ai eu la chance d'être engagé par un Italien, un blanc. Il a dit qu'il veut quelqu'un qui va lui placer les vitres à Bombay, cours secondaire Jean d'Arc. C'est de là que le blanc m'a pris, il m'a engagé. J'étais apprenti, mais il a constaté que je suis intelligent. Sur 100 vitres, à peine je vais casser 2. Par contre, les autres, pas casse 5, 10. Au même moment, on m'appelle, le blanc, l'italien me dit qu'il a des gens qui sont à la Sodac de Boy. En ce moment-là, la Sodac, là où on fabrique les jus de sac, que c'est en construction, que les gens ont besoin de vitrier. J'ai une sœur qui s'appelle Maléro Souré qui a tout.
Elle est à l'OPT, elle travaille à l'OPT. C'est une tante, je vais dire. Je lui ai posé le problème. Elle dit, ah, qui va appeler le blanc? Et c'est de là qu'on m'a engagé. Le salaire, c'est à 15 000 par mois à ce moment-là. Et en ce moment, vous aviez quel âge? 17 ans. 17 ans. 17 ans. Donc, les 15 000, ce que je faisais, que personne ne peut pas faire ça aujourd'hui. Je donne 5 000 à ma maman. En ce moment, ma maman est déjà sortie. Hein. Je lui donne 5 000 chaque fin du mois. 5 000 francs pour moi-même. Et les 5 000 qui restent, c'est le partage. Ah bon, donc le don de partage, c'était depuis... Oui, j'ai commencé à l'âge de 17 ans. Ceux qui ont fréquenté avec moi, quand on est restés ensemble, et ils sont devenus des collégiens, ils n'ont pas même de sac pour mettre leur cahier dedans. La fin du mois, je prends au moins 5 dedans, je leur paye des sacs. Ah. Je leur paye même les cahiers. En tout cas, tous les fins du mois, les 5 000 francs là, je reste devant ma porte. Pour partager ça. Pour partager. Et les gens viennent à... on paye, je crois, les premiers ou 3, on a déjà nos salaires. Et les malheureux savent que, si je vais là-bas. Mais si je te fais pas, je fais aujourd'hui, dans ce mois, il ne faut pas que le mois prochain... Tu reviennes. Non, je les renvoie. Et c'est comme ça que... Et ce que j'ai fait encore aussi, c'est une fierté pour moi. Et en 1970, j'ai décidé de construire. Et j'ai dit, mais mon père a construit quelque chose pour ma maman, une chambre à coucher, un salon, et c'est là où moi-même je reste. J'ai dit non, au lieu de construire pour moi-même, je vais construire pour ma maman. Le salaire était suffisant pour démarrer une construction? Oui, j'avais des économies. J'ai dit que les 10 000 francs là, je partage 5 000. Les 5 000 que je donne à maman, je mange dedans. Ah oui. Ok, donc vous économisez les 5 000 alors. Ouais. Les 5 000 là, je peux dire que c'est économie. Avec ça, j'ai commencé. La construction, j'ai terminé. J'ai logé ma maman, 2 chambres à coucher, un salon. Et j'ai dit, maman, ça c'est pour toi. Et c'est après que j'ai construit. Est-ce que les jeunes peuvent faire ça maintenant? On pense à soi-même d'abord, avant de penser à ses parents. Non, ce n'est pas bon. Moi, je rends grâce à Dieu là où je suis ici. C'est mon premier fils qui m'a... il a commencé à gagner de l'argent. Il m'a dit, cherche un endroit, je vais te payer. C'est lui qui m'a payé ici. 2 terrains ensemble. Bon, c'est plus 2, c'est 1 aujourd'hui. C'est pour vous dire que la vie là, si vous gagnez quelque chose, il faut penser à vos parents. Au premier abord, avant vous-même. Et je constate aussi que les jeunes ne veulent plus travailler. On veut commander. Mais j'ai oublié quelque chose. La Sodac, là où j'ai travaillé pour faire la construction, j'ai payé, en ce moment, j'avais payé une moto appelée à tout casser. J'avais fait la jeunesse quand même. Mais je ne vais pas dans les bistrots. Mais en 75, en 74, lorsqu'on a déclaré socialiste scientifique, les Blancs, les Italiens, ils ont quitté le Dahomey, bon, après Bénin, et ils sont partis avec tous leurs capitaux. On était 740 travailleurs. On a été suspendus. Vous êtes retrouvés en chômage? Ah oui. Mais qu'est-ce que je vais faire? Tu sais ce que je faisais? J'avais déjà des enfants. Oui, j'avais, parce que ma mère, les filles, je vais dire, me dérangeaient trop. Me dérangeaient trop. Donc vous êtes marié jeune? Oui. À l'âge de 22 ans, j'ai... Oui, 22 ans, j'avais déjà 2 femmes. À 22 ans? Oui, parce que chez nous, bon, en ce moment, tu ne peux pas avoir une femme et aller tricher. Non, c'est interdit. Chez nous, les Haoussa, c'est interdit. Donc, ma maman m'a obligé
d'épouser une seconde femme pour ne pas promener. Quand j'avais déjà des enfants, et on m'a suspendu sans droit. Moi j'étais à l'aise, moi qui donnais de l'argent aux gens, j'ai commencé à zéro comment? Parce que je n'ai plus de moyens, mes femmes doivent vivre et je passais de quartier en quartier à Abomey. Si vous avez du sable devant votre maison quand je dis que je sais faire le brick. Quand je n'ai jamais fait le brick, je suis devenu briquetier. Je suis devenu briquetier parce que chez nous, les musulmans, il est interdit de demander à ta femme de t'aider et aider les enfants. Aucune de mes femmes, elle vient, ne peut pas dire aujourd'hui je n'ai pas de l'argent. Votre papa n'a pas de l'argent, prenez. Jamais. Jamais, jamais. Jamais je suis resté en chômage. J'ai été briquetier. Je fais là où il y a Fluidor aujourd'hui, je fais partie des manœuvres qui ont travaillé avec les géomètres. Vous n'étiez pas gêné? Je ne suis pas gêné parce que j'ai des enfants. Et à l'école coranique, on me dit que si tu n'arrives pas à entretenir tes enfants, et si tu laisses ces enfants à la portée de ta femme, demain, les enfants vont reconnaître leur maman. Si l'enfant donne 10 francs à sa maman, toi, papa, tu auras 5 francs. C'est le contraire chez moi. Wallahi, c'est que Dieu bénisse, mais c'est le contraire chez mes enfants. Si je dis que je n'ai pas d'argent, tout le monde, qu'est-ce que nous allons faire? Immédiatement. Mais par contre, leur maman, c'est moi qui vais dire, bon, prenez ça. Parce que vous avez semé. Oui. Donc je demande aux parents qui ont l'habitude de laisser leur enfant à la portée de leur femme, ou bien la femme travaille, moi-même je travaille, on va entretenir les enfants ensemble, c'est interdit. Mais si la femme en a? Ah, si la femme en a, il n'a qu'à soutenir ses parents. Ce n'est pas mes enfants que ma femme doit soutenir, non, non. Ah non, jamais. Si la femme a de moyens, il va soutenir. Ce sont ses enfants aussi? Non, 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 non. C'est l'homme. C'est l'homme qui doit soutenir ses enfants. C'est ce que moi j'ai fait. Mes enfants vivent aujourd'hui, hein, ils peuvent témoigner. Si ta maman te donne de l'argent, si tu prends, je vais te taper. Lorsqu'ils étaient petits, retourne-lui son argent. Aujourd'hui, c'est une fierté pour moi. Alors, honorable, après l'épisode de chômage, alors comment vous avez fait pour remonter la pente? Ben, je suis revenu à Cotonou. Et en 1976, je suis revenu à Cotonou. Lorsque les Blancs sont partis, bon, cherchant à travailler, je suis revenu à Cotonou. Si vous allez trouver l'OPT qui fait face au marché Saint-Michel. Je fais partie des manœuvres qui ont coulé le béton. En 1976, 1975 je crois, je fais partie des manœuvres. Ramasser du ciment sur la tête, ramasser des briques sur la tête et monter pour déposer sur la dalle. J'ai fait ça. Oh, j'avais des moyens de 67 jusqu'à 64 et je partageais. Et je suis de revenir à zéro. Mais avec ce que je fais, mes enfants ne savent pas que même j'ai des problèmes. Mes femmes même ne savent, c'est moi ce que... Ils sont restés à Abomey, bien, ils vous ont accompagné pour Cotonou. Mes femmes sont arrivées ici en 76. En 76. Elles savaient ce que vous faisiez pour nourrir la famille? Oui, oui. Je n'ai plus de job. Ils savaient c'est pour venir travailler. Et j'ai même vendu du thé. À mon arrivée, j'ai payé de table. J'ai payé de banc. Et j'ai vendu du thé le soir. Après le travail, je vends du thé à côté, devant l'église Saint-Jean. Et les gens m'appelaient Babaté. Ils me voient maintenant, ils sont étonnés. Babaté, on m'appelait en ce moment-là. Donc,
j'étais là quand on m'a trouvé, on me dit, bon, on vient garder des agents percepteurs, des ticketiers à la CEMAC. La CEMAC est créée en décembre 1976. Donc, en janvier 1977, c'est de là que je me suis présenté, bien vrai, sur intervention d'un oncle de ma femme, de ma grande femme. Je suis parti et on me dit, bon, écrivez. J'ai écrit, on nous a fait une dictée. J'ai essayé de faire ce que je dis, comment vous dites que vous n'avez pas un niveau et vous dites non. J'ai fait au moins la classe du CM1. Donc on était plus de 200, hein, mais on n'a retenu que 10. Parmi les 200, je fais partie des... Je peux dire que je suis le premier même. Et, parce qu'on a dit niveau classe CM2. Maintenant, pour moi, c'est pour vendre les tickets au marché. À ma grande surprise, on nous donne des pelles. Pour faire quoi? Pour ramasser les ordures. Au marché? Au marché. Ah, j'ai dit, comment ça? Vendre des tickets, et on nous donne des râteaux et pelles, on nous donne des bottes. J'ai dit, mais c'est quoi? Et c'est de là que le chef d'équipe nous a dit, bon, c'est ce que nous on a fait. Les ticketiers qui étaient là, c'est ce que nous on a fait. Si vous venez ici à la voirie, ce qu'on a, le premier travail, c'est de ramasser les ordures. Parmi les 10, nous sommes 3 qui sont restés. Les autres ont laissé le travail. Et j'ai ramassé les ordures pendant 1 an. Marché Saint-Michel, marché Bégamé, marché Ganri, marché d'Entrepas. Pour le marché de Ganri, comme c'est d'aller, après enlever les bacs d'ordures, on va à la sablière. Fidrocet, ramasser, on a un camion, et c'est nous-mêmes, on rentre dans le camion pour remplir le camion avec du sable, et on vient étaler pour que les mouches ne les dérangent pas. Je vais là-bas, je prends de pelle. Hein. J'avais des moyens, je suis devenu à zéro. Vous n'étiez pas complexé de le faire? Non, non. Parce que mes enfants doivent vivre. En 1977, j'avais déjà 4, hein, je crois. J'avais 2 femmes. Mes femmes doivent vivre, non? Mes femmes font la coiffure. Hein. Les 2 étaient des coiffeuses. Elles gagnent de l'argent. Mais ton argent, là, tu vas payer des avions, pas pour me préparer à manger. Mais il arrive des fois qu'elles me passent de l'argent, mais je leur donne immédiatement. Immédiatement. Donc, et j'ai fait ça pendant 1 an. Et c'est après que je suis venu ticketier. J'ai commencé à vendre des tickets. Ceux qui sont partis, ils ont regretté. Donc, c'est du miracle. Parce que moi, ceux qui m'ont commandé, ceux qui m'ont donné de râteaux, de pelles pour aller ramasser les ordures, c'est des ticketiers, hein, c'est ceux qui l'avaient fait. Et on nous oblige à faire cela. Tu sais que je suis devenu leur chef. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est du miracle. Je ne vais jamais oublier. Lorsque j'ai commencé à vendre les tickets, j'ai constaté que les piroguiers qui amènent de la tomate, de légumes, piments, ceux-là ne payent pas de taxes. Parce qu'ils viennent à 3 h, 4 h du matin. Ils vendent. Ils viennent exprès pour... Non, non, c'est le matin. C'est que, pas exprès. C'est qu'en ce moment-là, il y a les grossistes qui viennent prendre les trucs chez eux. Et à 5 h, ils retournent. Et si tu viens au marché là, ceux-là, ils ont fini de vendre, tu vas trouver les paniers vides. Et je me dis, mais comment ça se passe? Et c'est comme ça que quelqu'un m'a soufflé. C'est à 4 h, à 5 h que
les pirogueurs viennent. J'ai dit, ah, si c'est ça, je vais les attaquer. La veille, j'ai pris au moins 200 000 francs de tickets. J'avais l'habitude de prendre 50 000. J'ai pris 200 000. Personne ne m'a dit de faire. Et moi, j'ai pris le risque. Je suis allé là. Allez, pirogue là. Toi, tu payes 5 000. Non, je vais payer 2 000. Il y en a qui me donnent de l'argent. Je ne veux pas. J'ai dit non, c'est pour vendre les tickets. C'est de là que, au moment où mes gens, mes collègues, les anciens allaient là, mais ils prennent de l'argent sans donner de tickets. Mais à mon arrivée, dès que moi, je ne peux pas prendre de l'argent. Vous étiez rigoureux. Ah, j'ai refusé. Donc, ceux qui ont l'habitude de verser, ils versent 100 000 francs par jour. Moi, je verse 500 000. Mais le directeur est étonné. Il vient encore aujourd'hui. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et je lui ai expliqué, ah, aujourd'hui, tu es devenu chef secteur. Il m'a nommé chef secteur. Donc, comme moi qui étais manœuvre, ceux qui m'ont appris à vendre le ticket, je suis devenu le chef. Après, contrôleur. Après, contrôleur général. Et là où j'ai gagné de moyens. J'ai gagné de l'argent, j'ai commencé à faire ce que je faisais. Gagner de l'argent, pas l'argent de corruption. Je peux dire que le bâtiment, le grand étage, pour les partages de place, c'est moi. Tout le grand bâtiment, si tu as quelqu'un qui connaît le marché de 79, jusqu'à 80, c'est moi. Les hangars, c'est moi. Et je suis devenu le patron des contrôleurs. Tu viens avec une demande, c'est moi qui va te dire il faut rester là. Et ce que moi j'ai fait, on était au nombre de 5 contrôleurs. Contrôleur général, c'est après un contrôle qu'on m'a nommé contrôleur général. On m'a nommé au-dessus de mes chefs. Un jour, les femmes se sont soulevées contre nous pour dire que vraiment on est en train de les malmener, que on est venu ici, on était dans les chambres à coucher. Maintenant, nous tous, on a construit des maisons. Effectivement. Vous preniez plus que ce qu'il fallait, c'est ça? Non, il dit que pour prendre de place, oui, normalement c'est gratuit. Que nous demandons de l'argent avant de les... Ils ont écrit à Kérékou. Et Kérékou nous a convoqués. Nous, les contrôleurs. Père à son âme, c'est l'autre, inspecteur Agboton. C'est lui qui nous a reçus. C'est une commission d'État. Et où on était 5. Où tu as trouvé de l'argent pour construire. D'autres ont dit que c'est ma femme. D'autres ont dit que j'ai fait des tontines. Parce qu'on a référé nos maisons. Moi, j'ai déjà construit au terrain, derrière là. En ce moment? Oui! C'était en quelle année? Oh, c'était en 1979. J'ai déjà construit ma maison. Donc, où j'ai gagné de l'argent? Avec le salaire, est-ce que je peux continuer? Ce n'est pas possible. Nous sommes convoqués. Et lorsqu'on m'a auditionné, j'ai dit, monsieur l'inspecteur, si j'ai construit aujourd'hui, c'est grâce à ces braves femmes du marché. Il dit, comment? Donc toi tu prends? J'ai dit, non. Il faut leur demander. Si moi je te donne une place, je ne demande pas de l'argent. Même si tu donnes sur place, je ne prends pas. Mais après 2 semaines, 1 mois, les gens me donnent, je prends. Inspecteur Agboton, il arrive fatigué, il dit, c'est vrai? Non. Si tu trouves le président, je vais dire ça devant le président. Vous avez dit la vérité. Oui. Et la commission a terminé les travaux. Maintenant, il faut se présenter devant le chef de l'État. Le président Kérékou. Il a déjà eu le rapport. Et il dit, bon, vous là, vous êtes des bandits. Il est en train de citer mes chefs là. Vous êtes tous des bandits. Le petit là, c'est toi, Malekhotsou? Bon, non, oui. Alors, explique comment toi, tu as fait pour construire ta maison. J'ai expliqué ce que je viens de dire maintenant. Il dit, mais c'est bravo.
Et après, on a invité les CDR. En ce temps-là, c'est des CDR. Moi-même, je dis CDR des agents. Les CDR des femmes du marché. On a fait confrontation. Et les femmes ont dit, malheureux, si tu donnes de l'argent, malheureux, il te renvoie avec l'argent. Mais par contre, les autres ne font pas ça. Et on leur a dit, mais comment vous... Nous, on lui donne de l'argent pendant les fêtes. C'est vrai parce qu'on me donne 10 000 francs, 20 000 francs. Là, il donne moi une place. Je refuse. Mais après, une dame me donne 100 000, 200 000. Ah, ce que tu m'as fait là, je n'ai jamais oublié. C'est comme ça que moi j'ai gagné de l'argent. Honnêtement. La corruption, non, moi je n'ai pas fait ça au marché. Et je suis resté au marché là, de 77 jusqu'à 90. Et en 90, j'ai quitté volontairement. Pourquoi? Parce que c'est la démocratie en ce moment-là. Le ticket qu'on vendait à 100 francs, en pleine conférence nationale, les femmes sont allées là-bas pour dire que jamais plus de tickets de 100 francs. Au lieu de 100 francs, nous on va payer 50 francs. Le directeur général de la SOGEMA, il est là aujourd'hui, à Kpamori Yasset, en tant que contrôleur. Il m'a appelé. Je suis membre en tant qu'illettré même, je suis membre du conseil d'habitation de la SOGEMA. J'étais le premier CD en ce moment-là. Et Kpamori me dit, elle a dit, qu'est-ce que tu veux? On ne peut pas. C'est que la société va rouler à perte. Lui, il est déjà à 6 mois de sa retraite. Moi, il me reste encore 15 ans. Mais il dit qu'il laisse le travail. Moi, j'ai décidé. C'est comme ça que j'ai abandonné le marché d'entreprise. On ne veut pas renvoyer. Malgré que je gagne de l'argent, mais je sais que avec 50 francs de tickets, la société va tomber, la SOGEMA va tomber. Et c'est ce qui se passe. Donc vous n'avez pas envie d'être là pour voir ça. C'est pourquoi vous avez quitté. Je ne veux pas endosser cette responsabilité. Le TGA a refusé, je l'ai suivi, et les agents aussi. C'est comme ça que moi j'ai laissé le travail. Croyant que c'est facile, je suis devenu encore chauffeur. Et l'histoire a repris, l'histoire a recommencé. Non, l'histoire a recommencé. J'avais eu 504. Et qu'est-ce que je vais faire encore? J'ai commencé à faire Lomé-Cotonou avec ma voiture. Lomé-Cotonou, moi qui étais chef du marché, j'ai 2 voitures, j'ai 2 maisons. J'avais 2 maisons en ce moment-là. Mais comme j'ai juré que je ne vais jamais commander, je prends ma voiture. Mes enfants, la nuit, ils vont avec le chauffeur pour aller à Sémé. Parce qu'en ce moment, l'essence est chère. Tu payes 10 000 francs de carburant, arrivé à Ilakodi, tu vas vendre ça à 20 000. Donc, la nuit, les enfants ont l'habitude de prendre ma voiture pour faire des voyages, parce qu'ils ne peuvent pas prendre ça dans un bidon. Oui. Ils font le plein, et la nuit, on vide. Et c'est tout à tout, mes enfants. Ici, ils fréquentaient, j'étais déjà au collège. C'est comme ça que moi, j'ai travaillé. Et avec chauffeur, là, j'ai gagné encore de l'argent. Donc, j'ai économisé un peu. J'ai dit, maintenant, je vais ouvrir ma société. C'est comme ça que je suis devenu entrepreneur. Donc, j'ai laissé le marché, je suis devenu chauffeur. Et aujourd'hui, alhamdoulilah. Alors, si on résume bien, c'est-à-dire à aucun moment de votre parcours, vous n'êtes pas complexé de faire de bas métiers pour évoluer, pour chaque fois vous relever, remonter la pente. Ah, du tout. L'école coranique nous a éduqués. Je ne vais pas voler, même si c'est pour, en ce moment-là, si les gens ramassaient de caca, hein, les vidangers là. Oui. Mais si on m'avait demandé, je vais le faire. Les gens font ça, pourquoi moi je ne vais pas le faire? Ceux qui font ça ne sont pas des animaux sauvages. Moi, c'est mon raisonnement. Donc, je trouve les jeunes maintenant, on a des diplômes
On dit qu'on attend les concours. Attendre les concours, pourquoi faire? Il y a beaucoup que j'ai sensibilisé. J'ai une agence de sécurité. J'ai des maîtrisables dedans. J'ai appris, j'ai essayé de leur expliquer ce que moi j'ai fait dans ma vie. Et Dieu m'a béni. Mais vous-même, il faut accepter. En faisant ça, il y a beaucoup qui sont restés avec nous. Et aujourd'hui, ils sont agents permanents de l'État. Parce que si j'entends un concours, je dis, ah, il a concours. Nous, on paye 40 000. Qu'est-ce que tu veux faire avec 40 000? Il a concours. Et par chance, il y a beaucoup des agents de sécurité qui sont maintenant agents permanents de l'État. Donc c'est pour dire aux jeunes, un jeune ne demande pas de l'argent. Non. Un jeune demande, qu'est-ce que vous avez comme travail à me confier? Et si on dit que le travail ne marche pas, il faut chercher un autre travail, même si c'est difficile. En faisant ça, tu auras la bénédiction de Dieu. Et avec le peu que tu gagnes là, tu vas réaliser beaucoup de choses. Tout en sachant que ce que tu gagnes, ce n'est pas pour toi seul. Il faut partager. Alors, honorable, quand vous êtes devenu entrepreneur, la motivation d'entrer en politique est venue comment? Non, moi, je n'ai jamais accepté de faire la politique. C'était en 2004, quand M. Ayam Barthélemy, il était DGOPT, c'est lui qui est venu me voir. Oh, mon frère Yacoubou, vraiment, je veux créer un parti. Mais comme tu es dans le social, si tu restes sur ma liste, c'est les élections communales. Si tu restes sur ma liste, les gens vont voter pour moi. Moi, je suis d'Abomey, je ne vis pas à Abomey. Et c'est de là que j'ai accepté et j'ai été conseiller. Lui aussi, il a gagné. Et c'est après ça que Liadi Choglou est venu vers moi, le président Liadi. Il dit vraiment, tu vas faire la RB. Tu vas rester sur notre liste. Bon, sinon, rien, et après les élections communales, bon, il a tout laissé. Et il m'a fait appel. J'ai refusé. Et en 2007, on m'a appelé pour me dire, bon, si tu ne veux pas, propose quelqu'un. J'ai proposé quelqu'un qui est aujourd'hui deuxième adjoint au maire d'Abomey. Et il est venu au siège. Maman a dit jamais que c'est moi-même ou rien. Qu'est-ce que je vais commencer à mentir? Parce que la politique, c'est le mensonge qui vous a fait quitter? Ah oui. Je suis obligé de mentir. Moi, j'ai fait 2 mandats et j'ai laissé. Personne ne m'a renvoyé. Le 3e mandat, j'ai dit non. La chose est noire. Tu sais que c'est noir. Mais si ton premier responsable dit que c'est blanc, tu vas dire que c'est blanc. Si tu ne dis pas que c'est blanc, c'est que tu as trahi le parti. J'ai tout fait. Maman, et c'est avec des larmes aux yeux que j'ai accepté que mon nom reste sur la liste de la RB dans la 23e circonscription électorale. J'ai refusé. Là où mon neveu a intervenu, des coups de Allah, il dit vraiment, tu n'es pas Dieu. D'ailleurs, je ne suis pas intellectuel. Je ne connais pas papier. Qu'est-ce que je vais dire là-bas? Mais Dieu merci, j'ai accepté. Et à ma grande surprise, on m'a envoyé à la Cour de justice aussi. En plus ça. En plus ça. Oui. J'ai fait 2 mandats. On m'a donné une voiture en dehors de la voiture que j'ai payée là. On m'a donné une voiture noire. Je continue d'utiliser parce qu'après on m'a vendu cela. Vous êtes quand même très chanceux. Donc Dieu, je crois que Dieu m'a fait trop de choses. Je ne sais pas comment le remercier. Donc, de 3e mandat, j'ai quitté Cotonou pour aller à Lomé, me réfugier à Lomé. Oui. Parce que Yahi m'a appelé. Pour ne pas poser votre candidature. Yahi m'a appelé. Il me dit, Allah, je vais te positionner à Cotonou. Liadi me dit, tu vas repartir. J'ai dit, président, je vous ai dit 2 mandats, je ne peux plus. Et pour ne pas quand même être embêté,
je suis obligé de quitter pour rester. Et c'est après le dépôt des dossiers que je suis revenu. Et en 2011, le deuxième mandat, j'ai déjà dit à un frère, un cadre, Job Lotki, en 2011, je lui ai dit, en 2015, il faut te préparer pour aller à l'Assemblée. Moi, je vais terminer mon mandat. Il dit, pourquoi? Je dis, non, je ne veux plus le troisième mandat. Et c'est lui qui est là-bas aujourd'hui. Ce n'est pas que j'ai fait quelque chose, j'ai parlé, Dieu a accepté. Il est député aujourd'hui. J'ai dit, c'est toi qui vas me remplacer. Il est là-bas aujourd'hui. Donc, on ne peut pas refuser la politique. Mais si tu es vraiment un croyant, tu auras peur. Si tu places ta confiance en Dieu, à Dieu, Dieu est avec toi et il va avoir foi. Et ce que je dis encore, ce que vous gagnez, premièrement, vos parents d'abord. Ah, même si c'est 1000 francs, tu envoies à ta maman ou bien payer de crédit et ils sont contents. Et combien de jeunes qui font ça maintenant? C'est vrai. Moi, mes parents d'abord. Ma femme, on est appelé à vivre longtemps. Mes parents vont quitter avant nous. Mais il faut les soutenir. C'est ce que je demande aux jeunes. Soutenez vos parents, mais il ne faut pas escroquer vos épouses. Alors, notre invité, nous allons l'écouter davantage, mais sur d'autres fronts tout à l'heure, mais ce sera après cette pause. Nous allons poursuivre cette émission, mais dans un ton beaucoup plus décalé. Cher Noral, si on devrait vous définir, qu'est-ce qu'on dirait? Un homme humble, un homme rigoureux, un homme persévérant, qu'est-ce qu'on dirait? Non, les trois, hein, parce que moi, je suis... L'humilité, je suis né avec ça. Ça, je suis né avec ça et je demande à tout le monde d'être humble. Parce qu'on va quitter cette terre. Hein. On va quitter, nos parents ont quitté. Et si tu quittes cette terre, le paradis, c'est ce que tu as fait avant de quitter. Et tes actions, humilité, persévérance, rigueur. Dans le travail, les enfants me connaissent. C'est la rigueur. C'est la rigueur, il faut travailler. Il faut travailler. Je ne fais plus rien maintenant. C'est mes enfants qui s'occupent des sociétés. Mais néanmoins, j'ai mes yeux sur eux. Tu dois me rendre compte. Donc, les trois vont de pair. Alors, quel est le projet cher à votre cœur que vous auriez souhaité réaliser? Ah, ce qui me tient à cœur, je veux que les gens sachent, surtout les religieux. Les religieux, nous adorons le même Dieu. Et ce qui me fait mal, nous avons des radios religieuses ici. Manamata, la voix de l'islam, Immaculée. Si tu es prêtre, tu ne peux pas aller à la radio Zongo prêcher. Même si tu dis que tu vas payer, on va refuser. Radio Immaculée, pendant les carèmes, moi j'ai demandé vraiment que les gens acceptent que j'aille prêcher. Parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui écoutent cette radio. Mais ils disent non, on ne peut pas parler de l'islam dans notre radio. Ça me fait mal. Et mon projet, j'ai décidé de faire une radio confessionnelle. Et toutes les confessions religieuses auront un temps d'antenne, au moins 30 minutes, pour prêcher la parole de Dieu. Même nos religions endogènes. Aucun féticheur ne peut pas prêcher d'aller tuer, d'aller voler. Nous sommes les mêmes, nous adorons le même Dieu. Et moi, ce que je veux faire, tous ceux-là vont prêcher la bonne parole. Alors, Elhaïd, quelle est votre couleur préférée ou quelles sont vos couleurs préférées?
Le bleu. Le bleu. Le bleu. J'aime comme ça, le bleu. Et votre plat préféré, c'est lequel? C'est le mât. Avec la pâte? Oui, la pâte Liban. C'est ce que je préfère. J'aime ça beaucoup. D'accord. Qu'est-ce que vous n'aurez jamais souhaité qu'on vous fasse dans la vie? Quelque chose d'impardonnable? J'aime pas le mensonge. J'ai renvoyé beaucoup de personnes. On a plus de 200 agents de sécurité. Hein. Mais si tu mens, si je suis au courant, je te renvoie. Il n'y a pas de pardon. Parce que le mensonge, si tu mens, tu vas pécher trop. Mais si tu fais la chose, si c'est mauvais, il faut avoir le courage de dire oui, c'est moi. Et on va te donner conseil. Et tu vas te corriger. Mais si tu mens, tu vas continuer à faire ça jusqu'à ta mort. Et tu vas mourir dans le mensonge. C'est le mensonge qui amène le vol. Tu as pris ça, on te demande, tu dis non, c'est pas moi. Donc le mensonge, c'est interdit chez moi. Alors nous sommes à la fin de cette émission. Votre mot de fin en guise de conclusion? Non, je demande longue vie à votre chaîne de télévision. Longue vie parce que pour les télévisions, même les organes de presse, c'est une passion. C'est difficile de gagner. C'est difficile, très difficile de gagner. Donc, le responsable, le promoteur, je lui demande beaucoup de courage et demande à Dieu de le prendre comme ami. Si Dieu te prend comme ami, je crois que tu es sauvé. Vous, les collaborateurs, collaboratrices, que Dieu vous bénisse, du DG, du promoteur, que Dieu vous bénisse aussi. Amen. Des leçons de vie, nous en avons appris avec notre invité du jour du nom de El Hadj Yakubu Malerossou. Et ce sera donc tout pour ce numéro de votre émission Icône. Merci à vous de l'avoir suivi et à très vite sur Speedline TV.